longue carrière en tant que conseiller scientifique auprès de différents services pour l'innovation et la recherche, ainsi que pour les politiques industrielles. Ensuite, prendra la parole Monsieur Arturo Borja, qui est le directeur de la coopération internationale et de l'évaluation du CONACYT, du Conseil national de sciences et technologies du Mexique, qui lui, bien sûr, un expert en coopération, une longue expérience, une longue trajectoire dans le domaine international. Et enfin, Monsieur Valéry Freland, directeur adjoint de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche scientifique du ministère des Affaires étrangères et du développement international, qui, bien sûr, a lui aussi une longue expérience en coopération, en action culturelle et en expérience diplomatique en particulier. Donc nous aurons à peu près 10 minutes par présentation, maximum. Il était prévu un petit débat avec la salle. Je crains que nous pourrions faire peut-être une ou deux questions, mais on ne sera pas frustré. On aura l'occasion de le faire tout au long de cette journée et bien sûr pendant les panels thématiques que nous avons prévus à cette fin. Et voilà, donc moi-même je me présente, excusez-moi, oui, c'est pas très poli. Je suis Christian Gonzalez, je représente le CONACYT à Bruxelles auprès de la Commission et pour l'Europe. Voilà, merci. Merci. Bon, tout d'abord, je salue les directeurs généraux encore présents dans cette salle, les responsables d'organismes, d'universités ou d'alliances, ainsi que tous nos collègues donc, mexicains et français. Et on m'a demandé de plus particulièrement vous présenter la stratégie nationale de la recherche française, puisque c'est une activité qui nous a beaucoup occupés dans les 2 dernières années, et bien évidemment d'en dégager les grands axes qui vont rejoindre nos projets de collaboration entre la France et le Mexique. Alors, la France a considéré qu'une stratégie de recherche, une stratégie scientifique de recherche nationale était quelque chose de très important, à tel point qu'elle l'a inscrite dans une loi de l'enseignement supérieur de la recherche, là, qui date du 22 juillet 2013, qui donc a donc 2 ans. Et cette stratégie de recherche a été mise en place pour 5 ans, sous la coordination du ministre chargé de la recherche, et en concertation avec la société civile. Donc c'était une première, puisqu'on a vraiment mis en place autour de la table tous les acteurs, non seulement académiques et scientifiques, mais également les acteurs du monde économique, et plus particulièrement nos amis industriels, que je salue également à cette occasion. Une stratégie nationale de recherche qui implique bien évidemment de pouvoir passer à l'acte ensuite, et donc de disposer d'une programmation pluriannuelle des moyens, avec des orientations qui sont données dans les contrats des organismes et également vers, par exemple, notre Agence nationale de la recherche qui va mettre en place des appels à projets spécifiques. Alors le but de cette stratégie, c'est bien sûr de répondre aux grands enjeux mondiaux, aux grands enjeux et aux grands défis scientifiques, technologiques, environnementaux et aux grands enjeux sociétaux. Ça, c'était également l'objectif principal, tout en maintenant une recherche fondamentale de très haut niveau. Pourquoi ? En fait, ce qu'on a organisé depuis 2 ans, c'est l'apport de la recherche, l'apport du monde scientifique et académique à la résolution de problèmes, en bénéficiant effectivement du savoir qui est généré dans tous les laboratoires au niveau national. Et bien sûr à un niveau international, puisque la science est maintenant éminemment internationale. Au passage, on tenait à valoriser tous ces résultats de la recherche, donc pour les mettre au service de la société, notamment dans des aspects instrumentaux. Et ce développement d'innovation passe aussi par des transferts de technologies, par le développement d'une capacité d'expertise, notamment interdisciplinaire. C'était aussi quelque chose que l'on souhaitait pousser. Et bien évidemment, étant donné qu'il s'agissait de résoudre des problèmes sociétaux, c'est un appui aux politiques publiques et un conseil auprès de tout ce qui est association ou fondation d'utilité publique. Enfin, il ne se conçoit pas de science à un niveau international et de développement de la connaissance sans avoir une société qui s'approprie les résultats de la recherche. Et donc le développement de la culture scientifique, technique et industrielle fait partie de ce dispositif. Alors comme je l'ai dit, le premier grand objectif de la SNR, de la Stratégie nationale de la recherche, c'est de répondre aux grands défis de notre temps. Le deuxième, c'était renforcer nos partenariats scientifiques, notamment au niveau européen,
Et on va s'inspirer beaucoup du programme Horizon 2020 dans cette stratégie de la recherche, vous allez vous en rendre compte dans quelques instants, mais bien évidemment de soigner également l'ouverture au monde, et c'est pour ça qu'on se retrouve particulièrement dans des rencontres bilatérales, et on est très, très heureux de pouvoir partager ces grandes orientations avec nos amis mexicains présents aujourd'hui et également demain pour des discussions, je pense, qui seront fructueuses. On est parti d'un défi, donc des 10 défis de l'agenda France 2020, qui résume, comme vous les avez énumérés sur cette liste, mais je vais passer très rapidement à travers et vous allez reconnaître des thèmes qui vont être discutés dans l'après-midi dans les divers ateliers. Tout d'abord, bien évidemment, dans un contexte maintenant de raréfaction des ressources de la planète, il faut qu'on apprenne à mieux gérer ces éléments-là, et on est tous confrontés à un niveau mondial au problème du changement climatique et de toutes ses implications. Cela va de pair avec une demande énergétique croissante, donc le traitement de l'énergie en soi et de toute la problématique énergétique est vraiment aussi un enjeu majeur. Cela passe par des techniques qui vont devoir être transcrites dans le monde industriel, mais cela passe aussi, bien évidemment, par une attention particulière à ce qui va faire qui est l'objectif aussi numéro 1, c'est de mettre l'homme au centre de la problématique, et donc c'est tous les problèmes de santé, de bien-être, avec les défis alimentaires, le défi démographique, le fait qu'on veuille continuer quand même à pouvoir se déplacer et donc de développer des systèmes urbains durables. On fait appel pour tous ces éléments-là à une massification du traitement des données, puisque les données explosent dans tous les secteurs de la recherche, et il faut pouvoir les communiquer, après bien évidemment les avoir traités. Un axe aussi essentiel, c'est le fait qu'il ne fallait pas prendre cette problématique simplement d'un point de vue trop scientifique ou trop technologique, mais également accorder une place importante à la dimension humaine, et ce dès le départ. Donc les sciences sociales et les sciences humaines ont un rôle très très important à jouer dès le départ dans la problématique et dans la définition de ces problèmes, pour ne pas les traiter simplement de manière technocratique. Un autre axe qui nous a occupés, c'est tout le développement spatial. Et là, il y a des accords également qui ont été signés avec nos collègues. Donc on voit qu'on partage là aussi la même problématique d'accès à l'espace. Et enfin, un dernier sujet, c'est le problème de tout ce qui est aspect liberté, sécurité. Alors déjà à un niveau européen, parce que bien évidemment on est fortement impliqué sur le continent avec l'Union européenne sur ces problématiques sécuritaires, mais c'est également pour pouvoir développer des moyens au service du citoyen et de la société et pouvoir mieux apporter tous ces bien-être et tous ces bienfaits que l'on suppose être le bénéfice de la science à l'ensemble de la société française, européenne et mondiale, puisque la science est éminemment collaborative. Alors comment avons-nous travaillé ? Donc depuis 2013, une dizaine de groupes de travail ont repris les défis que je viens de vous présenter. Près de 360 experts issus à la fois du monde de l'entreprise, du monde des collectivités territoriales, du monde académique, des laboratoires, des universités, du monde également comme je vous l'ai dit, les sciences humaines et sociales ont joué un rôle transverse très actif, se sont réunis pour faire des propositions au gouvernement sous la houlette d'un conseil stratégique de la recherche qui avait été mis en place à l'occasion de la mise en place de la loi. Et c'est ce conseil stratégique de la recherche, présidé par le Premier ministre et par délégation par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a donc proposé une quarantaine d'orientations prioritaires au gouvernement dans tous les secteurs que je vous ai mentionnés, et qui a édité donc une proposition d'analyse stratégique qui est sortie en mars 2015 et dont on a tiré ensuite au niveau du ministère de la Recherche une proposition de stratégie nationale qu'on a soumise au Premier ministre au mois de mars 2015. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose de récent qui nous a permis de nous préparer à avoir un certain nombre d'orientations pour pouvoir discuter ensuite en bilatéral avec nos collègues des autres pays. Ces programmes prioritaires, vous les avez là rassemblés sur 5 grands thèmes. Alors tout d'abord, quelque chose que je pense beaucoup de pays partagent, c'est la problématique de l'explosion des données, là, le big data, dont on pense que c'est vraiment le lieu exceptionnel pour rechercher des connaissances pas encore d'ailleurs dévoilées, et puis d'autres bien évidemment qui se révéleront dans le futur. Et c'est vraiment aussi un gisement pour la croissance, pour des nouveaux métiers, pour des nouvelles idées, des nouveaux concepts.
je pense qu'on n'a pas fini d'en voir le déploiement tous les jours. Donc ça, c'est un des premiers grands axes. Le deuxième, c'est l'attention particulière apportée à notre système Terre, que ce soit d'un point de vue scientifique par des apports d'observation, des apports à la prévision, mais également passer à des choses beaucoup plus pragmatiques pour s'adapter à ce changement. Je pense que c'est quelque chose que l'on va partager avec nos amis mexicains, puisqu'on a vu qu'il y a des problèmes qui vont avoir trait à la recherche sur l'agronomie, des problèmes à la recherche en aquaculture, ou aussi bien sur l'évolution des sols ou sur l'évolution du climat et des événements extrêmes. Donc il faut organiser l'acquisition et tout ce traitement de données d'observation, et il faut essayer bien sûr de faire des analyses pour anticiper les conséquences de ce changement. Ce qui va de pair avec cette activité-là, c'est aussi toute la problématique de l'énergie qui est sous-jacente et qui va faire elle-même l'objet d'une stratégie nationale de recherche en énergie, qui va être quelque chose de beaucoup plus qui va préciser les grandes orientations de la stratégie de la recherche. Troisièmement, pour s'occuper effectivement de l'être humain, c'est tout le développement de la biologie des systèmes avec toutes les applications qu'elles peuvent impliquer. Donc un sujet éminemment interdisciplinaire aussi, puisqu'il s'agit de soutenir l'émergence vraiment de nouveaux concepts pour comprendre bien sûr le vivant, ça part toujours, le monde scientifique part toujours de là, comprendre pour ensuite pouvoir proposer et développer d'éventuels traitements, instrumentations ou dispositifs visant à améliorer les conditions et le bien-être des gens. Quatrième axe, ce sera le développement de ce qu'on appelle la recherche translationnelle ou la médecine translationnelle, qui en gros est une médecine qui part de toutes nos connaissances biologiques du laboratoire, qu'on acquiert dans les laboratoires, pour aller jusqu'au lit du malade et passer à des traitements et aller vers même une médecine personnalisée. Enfin, comme je vous l'avais mentionné, le problème de remettre l'homme au centre de la problématique et donc de bien comprendre les phénomènes humains, les problèmes cognitifs, les problèmes d'approche dans les sociétés, les problèmes bien sûr économiques, tout ça dans la réalité aussi bien individuelle que sociétale, c'est quelque chose qui nécessite en soi une réorganisation, une restructuration et également de nouvelles inflexions pour le futur. Un programme qu'on a mis à part parce qu'il a une caractéristique, c'est le programme spatial. Il est traité, lui, par un organisme en particulier en France qui est le Centre national des études spatiales, le CNES, mais il fait partie, si je peux l'appeler, c'est le 6e axe, mais c'est un axe de fond qui a bien sûr été continué et bien sûr pas remis en cause par ces axes de la SNR. Voilà, je pense que comme on me demandait à essayer d'être court, je vous ai présenté les grands axes de notre recherche. Vous voyez que sur l'ensemble des sujets qui vont être traités dans cet après-midi, on se retrouve sur beaucoup de points. Un certain nombre d'activités sont déjà lancées. Notre agence nationale de recherche, en collaboration avec celle du Mexique, a déjà aussi identifié pas mal de sujets communs. Il y a certainement encore des endroits où il faut qu'on progresse et je pense que les débats seront fructueux cet après-midi pour aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, et cette présentation très claire. Je suppose qu'il y aura certainement pour nos collègues mexicains des questions qui vont surgir à partir de ces axes de recherche, d'innovation et de coopération. On va les mettre un peu de côté pour l'instant et on va enchaîner dans cette logique de présentation de stratégie nationale avec la vision du Mexique cette fois, pour voir justement où sont les points de rencontre, les points communs, les lieux communs. Et donc pour ce faire, je donne la parole à M. Arturo Borja. Muy buenos días. Pues yo les voy a presentar en un resumen las grandes líneas de la política mexicana en ciencia, tecnología e innovación. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México es la agencia del gobierno federal responsable de la formulación y la implementación de las políticas públicas para promover el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y la formación de capital humano. En términos de planeación de políticas públicas, el CONACYT debe alinear sus objetivos con los del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se elabora cada 6 años
Los gobiernos presidenciales en México tienen un periodo de 6 años. Actualmente estamos en el periodo 2013-2018 del presidente Peña Nieto, y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, en CONACYT se elaboró el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación. Si podemos resumir el gran objetivo que busca este documento de planeación estratégica para CONACYT, es lograr que México se acerque a realmente tener una economía y una sociedad del conocimiento, es decir, que las decisiones más importantes de los actores públicos y económicos privados sean tomadas con base en el conocimiento científico. Y hay 5 campos, 5 áreas en las que estamos realizando acciones para concretar estos objetivos. El primero de ellos consiste pues en incrementar sustancialmente la inversión en México pública y privada en ciencia, tecnología e innovación. Ustedes pueden ver ahí el objetivo que se fija en el programa es para el 2018 llegar al 1% del Producto Nacional Bruto, partiendo en 2013 de 0.5, entonces llegar a 1, y al mismo tiempo, además de este incremento que prácticamente dobla la inversión privada y pública, invertir también el balance entre la inversión pública y la inversión privada. Es decir, buscamos promover más la inversión privada. Necesitamos hacer que los actores económicos privados en México valoren más la inversión en investigación y desarrollo. Otro indicador para mostrar cómo estamos tomando acciones en este primer objetivo es el incremento nominal en el presupuesto federal que se asigna a ciencia, tecnología e innovación. El primer año de esta administración hubo un incremento del 19% y el segundo año un incremento del 16%. El segundo punto, la segunda área de acción en la que estamos tomando importantes medidas es la formación de capital humano. Como ya lo mencionaban en los discursos de la inauguración, uno de las acciones importantes de CONACYT es becar mexicanos para que hagan estudios de posgrado, maestrías y doctorados. En el 2014 el número de becarios era 53.500, la mayoría de ellos estudiando en programas de posgrado en México y aproximadamente 6.000 de ellos estudiando en el extranjero, principalmente en universidades en América del Norte y en Europa. Otro aspecto importante en este segundo objetivo es el Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema creado por CONACYT que complementa el ingreso de los investigadores y sobre todo se maneja como un incentivo para que se mantengan activos produciendo estos investigadores. En el 2014, como pueden ver en la gráfica, había 21.358 investigadores mexicanos registrados en este sistema. Otro de los grandes retos para una política de ciencia, tecnología e innovación en México son los desequilibrios regionales. México es un país muy grande, tenemos 32 estados y los niveles de desarrollo son muy desiguales.
Entonces, lo que hemos hecho en CONACYT es crear fondos con cada uno de estos estados para promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación en cada uno de estos estados. Y para tratar de equilibrar el desarrollo, lo que hacemos es que con los estados que tienen un nivel de desarrollo más bajo, que en la gráfica aparecen como con sistemas de ciencia y tecnología en construcción, en este fondo de desarrollo, el CONACYT pone un peso al revés, el gobierno estatal pone un peso y el CONACYT pone 3 pesos para hacer que crezca el fondo con cada uno de esos estados. En el segundo nivel llamamos sistemas de CTI en transición. El gobierno de los estados pone un peso y CONACYT pone 2 pesos. Y en aquellos estados mexicanos que son los más avanzados, que tienen ya un sistema consolidado, la aportación es peso a peso. El cuarto aspecto de la política mexicana de ciencia, tecnología e innovación es busca vincular la actividad de investigación en los centros y en las universidades con la actividad de las empresas. Es un gran reto en México, como ya lo decía yo al principio, cambiar la cultura para que desde la empresa privada realmente se valore la inversión en investigación y desarrollo. El programa más grande en términos de los recursos que maneja precisamente es el programa de estímulos a la innovación, que abre una convocatoria anualmente y en la que tienen que participar empresas y centros de investigación y universidades presentando proyectos de innovación tecnológica. En la transparencia que están viendo se dan algunas estadísticas, pero como lo comentaba, este es el programa, el de estímulos a la innovación, en el que más recursos invierte CONACYT anualmente. El quinto punto de esta estrategia nacional tiene que ver con fortalecer la infraestructura para la ciencia y la investigación en México. Y pues se ha hecho un gran esfuerzo, se han creado nuevas convocatorias para inversión en infraestructura, para crear laboratorios nacionales y para fortalecer los centros públicos de desarrollo. Los incrementos han sido notorios. En el año 2013, 120% creció la inversión en infraestructura y en 2014, 109%. Por otro lado, CONACYT tiene una red de 26 centros de investigación, 10 en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias sociales y humanidades y 8 en ingeniería y tecnología, que trabajan estos últimos 8 en coordinación muy estrecha con las empresas mexicanas. En cooperación internacional, pues los objetivos de CONACYT obviamente están alineados también al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial. Se busca promover la internacionalización del sistema de ciencia y tecnología mexicanos, buscar una conexión entre la demanda y la oferta de cooperación internacional, buscar que los acuerdos de cooperación internacional ayuden a resolver los retos nacionales en ciencia, tecnología e innovación. Un ejemplo que puede citarse es el caso de la diabetes, que en salud pública es un problema muy importante en México y tenemos alianzas internacionales para atacar este problema. Y
pues también en cooperación internacional tomamos muchas acciones para promover la formación de capital humano en el extranjero. Hemos seleccionado países que consideramos socios estratégicos. Como pueden ver ustedes, en el caso de los países europeos, Francia es uno de estos socios estratégicos, es uno de los países con los que más cooperación desarrollamos actualmente en CONACYT, además de la cooperación que realizamos con la Unión Europea, con la Comisión Europea, que en muchos casos involucra también a instituciones francesas y mexicanas. Como ya se comentó en las intervenciones iniciales, tenemos 24, antes de este segundo foro había 24 instrumentos de cooperación firmados entre los dos países, entre instituciones muy diversas, algunas con universidades, algunos con centros de investigación. Finalmente, pues en esta administración hicimos el primer foro franco-mexicano en junio del año 2013. Se creó el portal franco-mexicano para la investigación y la innovación. Hemos promovido la movilidad entre los dos países. Hoy se firmaron muchos acuerdos con universidades francesas que seguramente nos van a ayudar a incrementar el número de becarios mexicanos estudiando acá y estudiantes franceses en México. Y tenemos varias convocatorias que permiten, tanto a nivel de investigación como de innovación, presentar propuestas franco-mexicanas. Algunos ejemplos son la convocatoria con la ANR, convocatorias en el marco del Horizonte 2020 de la Unión Europea, y también tenemos una convocatoria con BPI France, esta agencia francesa. Existen actualmente 265 becarios CONACYT estudiando posgrados en Francia y hay 34 estudiantes franceses con becas CONACYT haciendo estudios en México. A grandes rasgos, esa es un resumen de la estrategia actual de ciencia, tecnología e innovación de parte del CONACYT. Muchas gracias. Merci beaucoup. Là encore, je crois qu'on voit très bien que le gouvernement mexicain met le paquet. On a investi énormément en sciences et technologies et tout ce qui veut dire l'investissement pour l'économie de la connaissance. Je passe tout de suite la parole, vraiment dans un souci de temps, parce que je sais qu'on est un peu serré, à Monsieur Freland. Merci. Merci, bonjour à tous et bienvenue à nos amis mexicains. Je leur souhaite un excellent séjour à Paris et je les invite à rester le plus longtemps possible pour visiter la capitale, visiter les monuments qui nous entourent. Enfin, vous l'aurez compris, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et aussi le ministère du Tourisme. Donc profitez de votre passage à Paris pour rester. On est aussi en charge de la gastronomie, donc profitez aussi de ce séjour pour aller dans nos restaurants. Après toutes ces interventions, moi je suis la 6e intervention, je craignais d'avoir à répéter déjà des choses qui ont été dites, mais je me rends compte que finalement le rôle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, en tout cas du côté français, c'est de contribuer à faire en sorte que ces stratégies nationales, françaises et mexicaines, eh bien, elles trouvent à se rejoindre chaque fois que nécessaire. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord que cette rencontre pour nous elle est importante pour deux raisons. Elle s'inscrit dans un dialogue politique aujourd'hui pleinement renforcé, dans une volonté politique forte de nos autorités d'aller de l'avant en franco-mexicain. Ça a été rappelé par l'ambassadeur et c'est vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui, si effectivement on se souvient, comme l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, il y a quelques mois. Et cette dimension qui nous rassemble aujourd'hui, la dimension culturelle, scientifique, universitaire, elle est un pilier central de la relation bilatérale.
Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, il développe une diplomatie globale sous l'autorité du président de la République qui s'appuie sur 3 piliers, le politique, l'économique et le culturel. Et sachez que ces 3 piliers sont aussi importants les uns que les autres. Deuxième élément de satisfaction, c'est que effectivement vous êtes nombreux. C'est la réunion de l'excellence de l'université et de la science française et mexicaine, mais aussi nombreux parce que parmi vous sont un certain nombre de responsables d'entreprises, grandes ou petites, et c'est essentiel que nous travaillions ensemble. Nous sommes, nous, au ministère, pour que la diplomatie culturelle rejoigne chaque fois que nécessaire la diplomatie économique. On nous interroge sur les défis. Ils sont nombreux, ils ont été rappelés pour un certain nombre d'entre eux. Moi, j'en vois 2 qui sont assez simples, mais qui me semblent déterminants, si l'on parle de coopération franco-mexicaine. D'abord, nos 2 pays doivent demeurer des acteurs majeurs de la science, du savoir, dans un environnement de plus en plus compétitif, dans un environnement qui est bouleversé. 4 millions d'étudiants font une mobilité internationale aujourd'hui dans le monde. Ils seront 8 millions en 2025. Quelle est la place de la France? Quelle est la place du Mexique? Et comment, ensemble, être plus forts? Deuxième enjeu, comment, ensemble, être plus forts pour peser sur les décisions mondiales, sur les décisions qui sont prises face à des enjeux vitaux pour la planète. Et je pense naturellement au changement climatique et à cet objectif qui nous mobilise et qui mobilise pleinement la diplomatie française, mais aussi un très grand nombre de pays, c'est la préparation de la conférence Paris Climat 2015 en novembre-décembre, où là va se jouer l'avenir de la planète et comment, ensemble, on peut apporter des solutions à cet enjeu. Mais il y en a d'autres. Au-delà du climat, il y a naturellement la dimension de développement durable et équitable, mais aussi nous sommes confrontés à des problématiques similaires. Je pense notamment à la santé, à la démographie, aux migrations. Donc 2 défis. Être plus fort ensemble et être plus fort pour peser sur les défis mondiaux. 3 pistes de coopération qui ont été rappelées ici ou là, mais que je voudrais synthétiser. D'abord, être plus attractif. Aujourd'hui, la France accueille 20 000 étudiants latino-américains. C'est bien, on peut faire mieux. Et je dirais que, et dont 3 000 Mexicains, c'est bien, on peut faire mieux. Je dirais d'ailleurs que le nombre de Français qui vont au Mexique est aussi insuffisant, parce que l'attractivité doit être dans les 2 sens, et il faut que nous travaillions à cela ensemble, et nous pouvons nous appuyer sur 2 opérateurs majeurs, que sont Conacit et Campus France, qui naturellement contribuent à cela. Deuxième objectif, et deuxième perspective, la nécessité de développer les partenariats entre nos établissements universitaires de recherche et les établissements mexicains équivalents. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers tous les accords qui ont été signés. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous ayons aussi une vision claire des priorités de coopération qui doivent être les nôtres. Nous avons des priorités nationales, côté mexicain, côté français. Je crois qu'il est important que nous réfléchissions à quelles sont les priorités que nous devons avoir ensemble, quels sont nos points forts communs pour être plus forts ensemble. Aujourd'hui se tient à Paris, dans les jours qui viennent, et aujourd'hui dans les jours qui viennent, une grande conférence sur le climat à l'UNESCO qui rassemble plusieurs milliers de scientifiques. Eh bien, comment, ensemble, nous pouvons alimenter le débat sur le changement climatique, peser sur les évolutions politiques en la matière. Enfin, 3e objectif, c'est le fait que notre diplomatie scientifique et universitaire doit pleinement intégrer le monde de l'entreprise. C'est pour nous un aspect déterminant. Ça a été rappelé par l'ambassadeur du Mexique tout à l'heure. Je crois que c'est une dimension centrale. Et nous pouvons pour cela nous appuyer sur les travaux notamment du Conseil stratégique franco-mexicain qui a été installé il y a quelques mois et qui doit nous permettre de rapprocher le monde de la science du monde de l'entreprise. Voilà, c'était les 3 pistes qui, de notre point de vue, au ministère des Affaires étrangères et du Développement international, nous paraissent essentielles. Merci. Bien, ben voilà, 2 stratégies qui sont de toute évidence
enfin pour moi, compatible dans la définition des objectifs et dans les moyens qui sont investis, ainsi qu'un cadre général de coopération élargi par le nombre d'accords qui ont été signés, non seulement aujourd'hui, mais qui ont déjà été présents auparavant. Je rajouterai peut-être un 13e défi, en ce qui me concerne, c'est peut-être de faire de la formation une formation qui puisse produire de l'emploi. Et là, je pense que l'engagement de l'entreprise dans tout le système national de recherche, aussi bien en France qu'au Mexique, joue un rôle indispensable. Y voilà, espero que algunas de las preguntas que tienen ustedes las puedan expresar en lo que sigue de los paneles y encontremos estos puntos comunes, que es el objetivo de este foro. Les agradezco muchísimo su presencia, su presentación y pues damos seguimiento. Gracias. Thierry, ah non, ça marche pas là.